intervention de la table, mais dans le public maintenant, dans quelques questions qui ont été soulevées, ça m'a fait, disons, remarquer deux observations vis-à-vis notamment des politiques de l'intégration et notamment donc l'avancement de la recherche. C'est-à-dire que le Maroc, tel comme le Portugal, c'est actuellement un pays d'émigration et d'immigration à la fois, des deux côtés. Nous, exactement, nous sommes dans cette situation et nous avons déjà en termes de politique publique, notamment créé un autre commissariat à l'immigration, qui d'ailleurs a commencé même pour être dans la dépendance du Premier ministre, donc au haut niveau. Aussi comme nous avons aussi créé un observatoire d'immigration pour précisément mettre donc soit l'immigration, soit l'immigration, les deux côtés. Et les politiques publiques ont été évaluées, notamment au niveau international, et effectivement, vis-à-vis de l'expérience de ces pays, c'est un pays de longtemps, un pays d'émigration, qui est devenu un pays d'immigration, on a même évalué les politiques publiques d'intégration des immigrés au Portugal comme très bonnes, avec la Suède d'ailleurs. Elles sont avec la Suède au premier place, disons, des modèles de politique, parce qu'on a pu prendre l'expérience des autres pays qui étaient plus avancés que nous. Donc, c'est-à-dire, par curiosité vis-à-vis de comparer la situation du Maroc avec le Portugal, c'était un petit peu de comprendre cet avancement, notamment au niveau de s'il y a quand même un organisme public ou un groupe qui s'occupe plutôt de ces questions. Et au niveau de cet observatoire de l'immigration, nous avons qui est très intéressant parce qu'il a une publication, les principaux résultats de politique, etc. Tout online, vous pouvez le consulter et qui savoir un petit peu comment vous marchez, comment vous avancez dans ces domaines. Merci. هل هذه الوضعية الجديدة هي وضعية مفروضة أم مرغوب فيها للمغرب؟ إيميغراسيون فولي أو سيفي؟ هذا هو السؤال الآن. Savoir, enfin, chez nos chers professeurs, surtout juridiques, est-ce qu'il y a un cadre juridique qui encadre le pacte mondial sur l'immigration, vu que donc, ça dépend du bon vouloir des souverainetés des États, c'est-à-dire que chaque État se comporte comme il le voit, adéquat à son économie, à sa société, etc. Mais le pacte mondial est un peu, même à la CNC, même à l'ONU, il n'est pas un cadre, c'est-à-dire bien ficelé, bien réglementé, etc. Nous attendons donc que ce soit un peu. Est-ce qu'il y a vraiment des actions dans ce sens au niveau international? La question est. Oui, exactement. C'est dans le même. Disons pour le commentaire, donc ça va être fait dans notre séance. Mais j'ai des questions qui sont enchaînées. La première, ça va être dirigée à M. Kek en tant que chercheur basé en Belgique. J'aimerais bien savoir, en tant que chercheur en Belgique, si l'expérience belge de l'intégration pourrait-elle constituer un modèle pour le Maroc et au-delà pour les pays africains. Et l'autre question qui enchaîne aussi pour les représentants des missions diplomatiques sénégalaises et tchadiennes, j'aimerais bien savoir à travers vous l'impact de la stratégie nationale d'immigration et d'asile qui a été mise en œuvre en 2013 ici au Maroc. Donc l'impact à travers des ressortissants de sénégalais et tchadiens. Merci beaucoup. Merci. Des intervenants à travers leur précieuse présentation et recherche axée sur des problématiques bien ciblées ou qui collent parfaitement avec notre colloque international. J'ai en fait trois questions. Une question qui porte sur les réfugiés. Comment s'opère en fait l'intégration des réfugiés au Maroc, notamment dans les secteurs, dans les domaines, dans les domaines d'intégration, dans le cadre de la santé, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre de l'emploi et dans le cadre de la formation.
La deuxième question, c'est une question d'ordre général qui s'adresse en fait à l'ensemble des intervenants. Et en tant que porteur de projet, avec bien sûr la collaboration de l'ensemble en fait, des membres qui travaillent pour réaliser ce projet. On a besoin vraiment des choses importantes qu'on peut les intégrer dans le cadre des recommandations. Quels sont les vrais problèmes d'intégration des immigrés sahariens, subsahariens au Maroc? Afin de dégager, à la fin de cette séance d'ouverture, une synthèse et formuler les principales recommandations qu'on va lui présenter au département ministériel concerné. La troisième question, c'est une question qui porte sur l'approche islamique vis-à-vis des migrants, vis-à-vis de la migration de façon générale et des migrants de façon particulière. Et je demande pardon si je m'exprime en arabe. المقاربة الإسلامية بطبيعة الحال الهجرة فهي أعتقد في نظري المقاربة التي يجب أن نأخذها بالاعتبار مع العلم أن هناك مقاربات أخرى ترجع إلى القرن السادس عشر، السابع عشر، الثامن عشر، التاسع عشر إلى حد الآن. ودائما أنا أركز على هذه المقاربة الإسلامية لأنها هي الكل في الكل وليس البعض من الكل. الهجرة سأشهد أشكر جزيل الشكر وكذلك أشكر اللهم اجعل المانع خيرا للسيد رئيس المجلس العلمي المحلي الجديدة وكذلك أستاذ باحث في دار الحديث الحسن. هل الهجرة تجوز بين الديار الإسلامية والديار أو دولة أخرى؟ مثلا الهجرة من دولة إسلامية إلى دولة غير إسلامية هل تجوز؟ ثم أسباب، هناك عدة أسباب لهذه الهجرة، وهنا الأستاذ سميح السبب الحقيقي اللي جعل الرسول صلى الله عليه وسلم يهاجر من مكان إلى مكان. هذا هو السؤال. ومرة أخرى أجدد شكري لكافة المتدخلين وللحضور الكريم الذي تحمل عناء السفر من مدن بعيدة جدا في المغرب وخارج المغرب. شكرا. Pour répondre à votre question, si vous avez remarqué au début de ma présentation, j'ai signalé qu'il reste la phase de terrain par la suite. Et c'est ça l'objet de notre travail. Donc c'est un projet, maintenant c'est le démarrage, c'est-à-dire c'est la première conférence. Donc on n'est pas encore passé à la phase de terrain. Aujourd'hui on est en train d'expliquer voilà ce que le Maroc veut faire pour les immigrés. C'est vrai qu'il y a un grand effort sur l'orientation royale. Donc on a présenté les 11 programmes de la stratégie qui est adoptée. Et maintenant, ce qui reste à faire, c'est de descendre sur le terrain et voir est-ce que vraiment ces programmes, quels sont des résultats. Voilà. Donc bien sûr, peut-être constituer un échantillon, quel est le public ciblé, parce que quand je dis un immigré, ça peut être un étudiant qui vient uniquement pour faire ses études et repartir chez lui, une famille qui vient s'installer et qui veut rester longtemps, quelqu'un qui vient pour retourner et finalement il est le Maroc qui veut s'installer. Donc là, est-ce que il y a également les couches sociales, peut-être il y a une personne qui est venue uniquement pour les travaux domestiques et pour financer sa famille. Donc là, on va voir différents types. Après, il y aura des questionnaires, des livres d'entretien et bien sûr, on va voir ce qu'il faut améliorer et sortir avec des recommandations. Merci. Donc, en répondant à la question de notre président de la session, je vais décrire
que le Portugal, nous ne sommes pas contre la vue des retraités, notamment européens, que ce soit les Allemands, Français, Anglais. Ce que j'ai voulu soulever, c'est la question que cette partie des étrangers se concentre précisément sur l'espace urbain des principales villes, c'est Lisbonne, Porto et l'Algarve. Et ça a créé une pression sur l'immobilier et le prix augmenté. Ni les populations locales arrivent maintenant à trouver en logement un prix raisonnable. C'est une spéculation. Ni même les autres étrangers ont des difficultés à trouver parce que c'est une spéculation. Nous avons de trouver des logements vides. Donc, ça crée les politiques de l'État essaient maintenant de contrôler un petit peu ça. Mais ça crée un problème parce que c'était un mouvement très fort et très rapide. Et donc cette concentration urbaine, il y a lié aussi, comme je vous ai dit, à cette concentration urbaine, notamment ces personnes qui ont investi dans l'immobilier d'autres luxe, d'autres prix, notamment ceux qui ont les visas à Gaulle, notamment les Chinois qui investissent là, des Russes, des Brésiliens, et à qui le Portugal a essayé de donner un petit peu de réponse en essayant de limiter un peu le problème. C'est-à-dire, par exemple, à ceux de visa Gold, il y a une bonne contestation de quelques partis politiques sur l'existence de ce visa. Mais on a essayé de maintenant, ils doivent alors acheter et investir dans l'intérieur du pays, dans les zones, bien sûr, plus vite, et pas pressionner les principaux espaces urbains. Au même vis-à-vis des traités européens, il y a des facilités, par exemple, pendant 10 ans, les exemptions fiscales, etc., de revenus. Il a essayé de diminuer ces édifices fiscaux. Vous comprenez, pour quand même gérer la question. Et donc, vous avez, on a parlé des prix, des coûts, des conséquences. C'est aussi quelque chose d'intéressant parce qu'il y a aussi des étudiants d'économie de gestion, et je me suis demandé quelque chose qui pourrait être intéressant d'étudier. On n'a pas le temps de parler. C'est précisément cette question des politiques restrictives donc, qui se retrouvent, qui ont effectivement fermé les portes à quelques-uns, nous attirent vers l'illégalité et le marché non déclaré du travail. Et pourquoi donc, je dis ça? Parce qu'après, les conséquences viennent d'une autre façon. C'est-à-dire, on a des politiques de lutte contre le travail non déclaré, contre l'économie souterraine, mais on a nourri d'une autre façon. Et les études ont commencé aussi à faire les bilans. Donc, il y a ici des étudiants de gestion d'économie. Aussi, quel est le prix que les États et le pays payent pour faire le contrôle de l'immigration? C'est pour dépenses financièrement, vous comprenez, dans les politiques de restriction, dans les régés, dans l'expulsion, effectivement, ça signifie quelque chose. Merci beaucoup. Peut-être voilà, donc, sur ce, la séance est élevée. Je remercie. مناقشة النقاط تقريبا المقولات التي أشارت كانت تحصل في الغالب فيها تكامل مع الأستاذ حقا التكامل بالنسبة لمسألة الاندماج ومسألة استقبال التسجيل يؤدي مباشرة للاندماج. هذه النقطة هذه باختصار شديد هذا هو الإشكال. الإشكال هو إذا تصورنا بأن مجرد تسجيل والاستقبال معناه أنه سيندمج شيئا وانتهى الموضوع. خصوصا آلية واضحة من خلال إعطاء هذا المتعلم الوافد فرصة للتعبير عن واهبه وفق ما كان أو وفق حمولته الثقافية أصلا حتى يتقبله الآخرون، ثم أن يندمج في المحيط المدرسي برمته بما في ذلك الأسرة، يعني بما أن هناك مجهودات يمكن أن تبذل، يمكن يقوم بزيارات مع الزملاء ديالو بعض الأسر، يمكن يمشي معهم، يمشي معهم، واحد العدد من التفاصيل التي خرجنا خارج المؤسسة. داخل المؤسسة هناك آليات كثيرة اللي هي أساسا أنشطة التفتح التي ينبغي أن تعطى له فرصة واضحة التي ينبغي أن تكون موجهة
بحيث تتعامل أنت مع حالة، وهذا الإدماج لا يختلف في تفاصيل معينة عن إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة. يمكن أن نأتي به وأقول بأنه قد يندمج في مؤسسة وتنمو، لو لم تتخذ تدابير معينة تخص حالته لما وفقنا في إدماجه. لذلك فهنا إشكالية كبيرة جدا ينبغي أن تكون هناك مجهودات، وهذا يبدو جليا على مستوى المؤسسات. فالمؤسسات التي تجد فيها المدبر فاعل إلى درجة كبيرة ويحسن يعني التعاطي مع الموضوع ويفهمه جيدا، وهذه قدرة على التواصل وإنسان ديال العطاء، تجده يتخذ مجموعة من التدابير لاحتضان هذاك العنصر شيئا فشيئا حتى يندمج وينتهي الموضوع. ولكن في حالات كثيرة جدا لا يمكن أن نتركه لنرى النتيجة أنه سيندمج بشكل تلقائي، لا لأنه يتعرض لمجموعة من الممارسات، مجموعة من التصورات، مجموعة على كل تفاصيل كثيرة موجودة في المجال ألقيناها وماذا كنشتغل بها تكون لاحقا إن شاء الله. تقريبا نفس الموضوع فيما يتعلق بالتركيز في هل هناك اندماج لأعمال المهاجرين. أحيانا نتحدث عن مؤسسات نموذجية تجد الاندماج بالمعنى السليم، بحيث أن المعني بالأمر يصير جزءا من تلك المؤسسة، يعني يندمج كون مغربي ما بقاش مشكلة إلى ذلك حتى تلك الحمولة اللي يمكن